Mesdames, Messieurs, bonsoir. La Côte d'Ivoire, comme d'autres pays, n'est pas épargnée depuis de nombreuses années par des pluies parfois diluviennes qui provoquent de nombreux dégâts et des pertes en vie humaine après des inondations. Plusieurs structures travaillent ensemble et se sont engagées pour réduire tout risque. Mais qui fait quoi en réalité et pour quels résultats? Avec nos invités, nous allons tenter de mieux comprendre ce processus. Bienvenue dans le débat de société sur saison des grandes pluies, quelles dispositions pour éviter les inondations. Comme d'habitude, nous avons 4 invités. À ma gauche, le directeur général de l'assainissement et de la salubrité. Bonsoir, Bonsoir, M. madame. Bonsoir, madame. Merci d'être parmi nous. À ma droite, comment je vous appelle? Colonel? Colonel. Alors, vous êtes directeur général adjoint de l'ONPC, c'est l'Office national de la protection civile. Bonsoir, colonel, et merci d'être parmi nous. Alors, vous êtes colonel Fanou Jean de Clarence, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Alors, il faut une dame pour parler de ce sujet. Madame Ayemou Chantal. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Alors, je vais être précise, vous êtes présidente du réseau ivoirien des droits de l'enfant et de la femme. Exact. Et par ailleurs consultante. Exact. Comment avoir un tel débat sans un sociologue? Bonsoir, docteur Lille. Bonsoir, madame. Vous êtes sociologue, chercheur, enseignant à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. C'est ça, madame. Merci d'être parmi nous. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. Alors, je voudrais préciser à l'entame de cette émission que Livy Kossi avait été invité sur ce plateau, mais n'a pu répondre à notre sollicitation pour des raisons de calendrier, mais ce n'est que partie remise. Alors, madame, messieurs, colonel, le premier arrêt de cette émission, c'est l'état des lieux, réalisé par Davis Oyo, Olivier Kofi, Gueudreau, Ibrahim Touré, et nous en parlons sur ce plateau par la suite. Pendant les saisons de pluie, une certaine angoisse naît chez la population ivoirienne. À Bobo, en Dokwa 3, 2 jours après la dernière pluie, les eaux pluviales tardent à tarir. Les habitations de cette partie du quartier sont prises au piège. Depuis plus de 10 ans, Bou et sa famille vivent l'enfer pendant la saison des pluies. Le problème ici, ça a commencé depuis 2010-2011. Quand il pleut, vraiment, on ne sait même pas où partir. Ma grand-mère, parce que tout c'est bien. C'est dans ça. C'est un pauvre, elle est veuve. C'est ça qu'elle prend pour manger. C'est ça qu'elle prend pour s'occuper de nous. Elle va aller où? Actuellement, chaque année, elle tombe malade. L'inondation est devenue le quotidien des habitants d'Abidjan Nord. Veuves, enfants, femmes enceintes et nourrices vivent le même calvaire que Brou. Nous sommes nombreux. Jusqu'à peut-être 21 ou bien 25 où on est dans l'eau. On ne sait pas comment faire. On ne peut pas aller chez les gens. On est au milieu de l'eau. Moi, j'habite tout derrière, juste derrière là. Si tu pourrais rentrer dans l'eau, tu allais venir voir devant la porte. L'eau est jusqu'en manguier. On sort dans l'eau pour aller faire le marché. Actuellement, l'eau là m'arrive aux genoux d'abord. Tu as vu tout mon pain est mouillé. Malgré la désolation, ils peinent à déménager. C'est tout. On va aller où? La locataire est bien partie. Si tu loues les gens, elle est bien partie. Maintenant, nous, c'est pour nous, on fait comment? En Côte d'Ivoire, la saison des pluies oblige des centaines de personnes à quitter leur domicile. Les populations de Grand Bassam sont également des habitués de l'inondation. Car des quartiers France et Odos, ils sont les plus touchés en raison des problèmes de canalisation avec pour corollaire des cours d'eau dans chaque habitation. Tous les jours, le drainage manuel devient un exercice pour les habitants. Tout cela, ça se remplit. Tout ici, là. Même ça monte, là, ça rentre dans la maison, tout et tout. Bon, on est là, bon. Ça rentre dans la maison, bon, on ne peut pas aller. Madame, même elle n'arrive pas à vendre. Ici également, déménager n'est point envisageable par manque de moyens. Pourtant, le danger est réel. Pour avoir une maison aussi à Bassam, c'est pas facile aussi. Tu vois un peu, non? Voilà. Puis il y a manque de moyens aussi. Bon, tu sais que les maisons de maintenant, c'est pas facile. Bon, on est là, on s'attend avec le propriétaire. Bon. Inondations dans les quartiers précaires, mais aussi dans certains quartiers huppés. Ici, à la Palmeraie,
précisément à la rue Ministre, riverains automobilistes se souviennent des moments pénibles. Ici, quand il pleut, on a tous les problèmes. On ne peut même pas circuler ici. Malgré ils ont fait les caniveaux là, malgré tout ça, quand il pleut, il y a inondation. On ne peut même pas circuler un peu. Quand on rentre là, notre voiture tombe en panne. Souvent, tu rentres même là, ta voiture reste. Tu es obligé de mettre ta voiture à côté. Demain, tu vas revenir chercher. Dans la région du Gontougo, l'as d'Inaoudi Bouaké, Taoudi et d'Inaoudi Abouna, en passant par Bondo, est coupé. La rivière Nengré est sortie de son lit, empêchant population et voyageurs de se déplacer. Chaque saison de pluie, cette route que vous voyez s'inonde. Nous n'arrivons plus à circuler. Le pont est devenu très étroit. À cette même période, les marchandises ne peuvent plus circuler. Nous demandons au conseil régional de nous aider à élargir les deux côtés du pont pour la sécurité de tous. Ce triste spectacle est presque le même durant la saison des pluies dans les localités rurales de la Côte d'Ivoire. Éboulements, maladies, ordures jonchant les rues, meubles quotidiens des populations abidjanaises. En juin 2020, le bilan faisait état de 721 ménages sinistrés, soit 3605 personnes affectées, 9 blessés et 19 décès sur toute l'étendue du territoire. En 2018, les fortes pluies ont causé la mort de 20 personnes, des pertes et dommages de près de 18 milliards de francs CFA. Malgré ce constat, les zones à risque sont toujours habitées. Alors, monsieur le directeur général, quel commentaire après avoir suivi cet élément de nos collègues? Bien, permettez-moi d'abord de vous dire merci et merci aussi au DG de la RTI et à l'ensemble du personnel. Et au nom de monsieur le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, la RTI nous a toujours soutenus, en tout cas tout au long de notre lutte contre le bien-être, contre tous ces fléaux que vous avez vus. Oui. Je dirais que ces images, c'est vrai, elles sont parlantes, mais elles ne montrent pas également, en tout cas, l'ampleur de la situation. Aujourd'hui, vous avez vu les images, en tout cas, de l'eau qui envahit. Oui. Mais il y a aussi des images où vous avez des populations qui sont installées sur les flancs des collines. Tout à fait. On va en parler. Où les glissements entraînent, en tout cas des morts, avec de la destruction des bâtis. Oui. Avec, malgré, en tout cas, la sensibilisation que nous conduisons. C'est pour dire que vraiment, il est temps, et l'État en a pris conscience, il faut que nos populations aussi soient sensibilisées au danger qui est réel, au danger qui est vraiment que nous vivons tous. Ce n'est pas une fatalité, mais nous devons vraiment assurer, mesurer la pleine mesure et prendre nos précautions, permettre à nos parents qui sont dans ces endroits de se retirer avant les saisons de pluie. Très bien. Alors, Madame Ayemou, vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes donc présidente d'une ONG, et donc le réseau ivoirien des droits de la femme et de l'enfant. Qu'est-ce que ce film, cet élément vous inspire en tant que société civile? Oui, en fait, ce que nous avons noté, c'est que c'est un constat assez alarmant, assez déplorable, que de retrouver des populations dans cette situation. Et nous savons que quand les sinistres surviennent, ce sont les femmes et les enfants qui sont les victimes. Et donc, c'est une situation qui attire notre regard, notre attention. Depuis quelques années, on va dire, les saisons des pluies sont devenues source d'inquiétude pour les différentes familles. Que ce soit à Abidjan, on a vu dans l'élément, ce n'est plus une question d'Abidjan, c'est un peu dans toute la Côte d'Ivoire que le phénomène d'inondation survient. Donc c'est vraiment un constat déplorable qu'on fait, surtout quand cela est accompagné de morts, de dégâts matériels. Vraiment, c'est vraiment déplorable. Alors, colonel, vous êtes donc en charge, mais vous êtes déjà donc de l'ONPC, protection civile. Quel commentaire après cet élément? C'est ce que nous constatons pendant ces périodes de pluie. Et la mission de l'Office national de la protection civile, c'est de protéger les populations contre les risques de catastrophes. Donc, prévenir. Prévenir le risque. Oui. Et puis, réduire la vulnérabilité de ces populations qui sont dans les zones à risque. Donc, chaque année, nous avons un plan stratégique de communication. Nous allons sur le terrain
pour sensibiliser ces populations à la connaissance du risque, à la connaissance du danger et les différentes conduites à tenir lorsque la saison des pluies arrive. On en parlera tout à l'heure dans les détails. Docteur, votre commentaire. Le premier commentaire que je ferai, c'est naturellement la tristesse. Parce qu'en tant que sociologue, toute vie humaine est sacrée. Et on peut pouvoir dire qu'elle peut être perdue dans les conditions de l'âge et de la vieillesse, ce qui pourrait être dans le processus normal. Mais par rapport à des cheminements brutaux comme ça ne peut être que la tristesse. Deuxième élément, ce sont les conditions de vie. C'est vrai que ces gens sont dans des conditions assez difficiles. Mais peut-être que aussi le constat général qu'on fait, c'est peut-être le cheminement d'attentisme. On vous dit depuis 2011, depuis tant et tant, on est conscient, on sait, c'est nos zones, nous avons nos propriétés là. Mais peut-être que la question à se poser, c'est naturellement, que fait-on? Qu'est-ce que moi-même j'initie en tant que c'est chez moi pour déjà commencer... La responsabilité personnelle. Déjà commencer par là, quel comportement, quelle conduite, quelle action j'entreprends moi-même à mon niveau pour essayer de réduire déjà cette vulnérabilité et ces conditions de vie assez difficiles. Alors, monsieur le directeur général, vous avez lancé il y a quelques jours, il y a une campagne pour sauver ma vie, je quitte les zones à risque. Je veux dire, il n'y a pas plus clair que cela. Alors, concrètement, que contient cette campagne? Qu'en attendre? Concrètement, madame, au vu des images, oui, il s'agit de sauver des vies. Il s'agit de préserver la vie humaine. Nos parents sont vraiment installés dans des zones à risque. Aujourd'hui, la Sodexam a annoncé vraiment une période pluvieuse où on aura vraiment des pluviométries très élevées. Quelle période? En tout cas, depuis le mois de mai jusqu'en juillet. Et si vous venez dans l'élément, il y a le mois de juin de 2018 qui a été chose. Et ces parents sont installés vraiment dans des conditions où elles sont exposées à ce risque très élevé d'inondation ou de glissement de terrain. Alors, pour ne pas qu'on déplore des morts, il s'agit pour nous aujourd'hui que ces populations quittent ces zones, oui, se mettent vraiment à l'abri et que, par la suite, nous permettent d'aménager ces sites de sorte que ces sites soient sécurisés. Et, en tout cas, cette année, qu'on n'ait pas à déplorer des morts dans ces zones. D'accord, mais alors, ces personnes donc, qui sont identifiées, elles ont été recensées, vous confirmez? Elles sont identifiées. Vous confirmez? Confirmé. Alors, elles doivent partir... À qui on a adressé, en tout cas, on a notifié des mises en demeure. Depuis combien de temps? Les mises en demeure ont commencé depuis le mois de mai, oui, bien avant, pour leur demander de partir jusqu'au 9 mai. Mais nous avons continué à sensibiliser, oui, malgré que le délai est arrivé, toujours à sensibiliser des proximités avec des campagnes de proximité pour au moins se leur montrer le danger réel, la réalité du danger. Et leur permettre de se mettre à l'abri, ne serait-ce que chez un parent, oui, et nous permettre en tout cas de mener des travaux d'aménagement de ces sites. Et par la suite, ces personnes vont être recasées quelque part? Comment ça va se passer? La situation, en tout cas, elle est en examen auprès du gouvernement. D'accord. Donc il y a une action de toutes les manières qui va suivre. Qui va suivre. Mais aujourd'hui, il s'agit de sauver des vies. Je pense qu'il est préférable aujourd'hui, oui, de discuter avec des gens qui sont en vie, oui, que de discuter des personnes qui ont perdu la vie. Très bien. C'est clair aujourd'hui, il faut que ces personnes puissent partir. Elles sont reconnues, elles sont recensées. On a une base de données, en tout cas avec toutes les coordonnées. Oui. Au moins, si elles sont en vie, sécurisées quelque part, et on pourra entreprendre, en tout cas, les discussions. Toutes les démarches par la suite. Toutes les démarches par la suite. Alors, il y a, sauf erreur de ma part, et vous me le direz également, il y a 54 zones à risque répertoriées dans les 13 communes du district d'Abidjan. Quelles sont-elles? Vous avez une idée de... C'est vrai que c'est votre direction, votre ministère qui s'en charge, mais au niveau de l'ONPC, vous avez également une cartographie de ces zones à risque. Effectivement, depuis 2009, nous avons été instruits par le ministre de l'Intérieur d'alors pour marquer toutes ces zones à risque du district d'Abidjan. Donc, il y a 5 quartiers où les risques sont vraiment majeurs. La commune de Yopougon, oui, la commune de Cocody, Adjamé, Williamsville, oui,
et à Tekoubé. Voilà. À Tekoubé. Il y a 5 communes où le risque est vraiment majeur. Il est très élevé. Très élevé. Alors, Madame Ayemou, moi j'ai une question. Le directeur parle de ces risques. Le colonel, il renchérit. Comment vous comprenez est-ce que vous comprenez que ces personnes, face à ce danger, elles demeurent sur cet espace, sachant qu'elles peuvent perdre la vie? Comment, vous, en tant que société civile, vous comprenez ou expliquez cela? Oui, en fait, on l'a écouté dans l'élément, on l'a vu. Il y a une dame qui disait que c'est le bien de ma grand-mère, ça fait des années qu'elle est ici. En fait, certaines populations construisent dans des zones à risque. Et ça aussi, c'est une interpellation aussi que je m'en vais faire aux autorités, que ce soit au niveau communal comme au niveau national. Il ne faut pas être passif. Vous pensez que rien n'est fait? Pas que rien n'est fait, mais à un moment donné, quand même, il y a eu la passivité. On a regardé les choses se faire, oui. Et puis les gens se sont enracinés, et maintenant, on leur demande de partir. Mais ils s'en vont où? Ils savent, eux-mêmes, ils sont conscients qu'ils vivent dans des situations de risque, dans des zones à risque, mais ils vous disent, nous n'avons nulle part où partir. Mais à cette question ou à cette affirmation, qu'est-ce qui est mis en place? Quand j'entends monsieur le directeur dire, on leur a demandé de partir, ben, ils vont où? Ils vont en famille, ils vont chez des amis, quand on sait que aujourd'hui, la situation économique est difficile pour toutes les familles. Donc, qu'est-ce qui a été fait par derrière pour qu'on vienne demander à ces populations de partir? J'ai une question. Cette opération de déguerpissement, elle n'est pas la première. Elle n'est pas la première en Côte d'Ivoire. Oui. Il y a eu des personnes, docteurs, qui ont été indemnisées et qui sont revenus sur les sites. Alors, vous parlez justement de sévir. En tout cas, il faut peut-être changer d'approche. Alors, comment comprendre que ces personnes, justement, même si on ne parle pas de cette opération, qui ont été indemnisées, elles reviennent sur cet espace, ces espaces à risque? Bien, je pense que là, on va véritablement interroger les aspects éducationnels des uns et des autres. Donc, comment est-ce que chacun est face à sa survie? Comment chacun est face à ce qu'on appelle un risque? Ne soyons pas loin de la facilité. Les gens pensent que tout ce que Dieu fait est bon. Ça donne souvent des comportements à la limite suicidaires. Parce que ça, c'est une question. C'est une approche, hein? Voilà, on ne prendra pas 100, 200, 300 000 et on vient encore risquer sa vie. Je pense que la vie de l'homme vaut mieux que ça. Et même quand on pose les questions de où aller, où aller, c'est quand vous êtes vivant. Oui. Et après, vous verrez que par les chaînes de solidarité, quand les gens décèdent, on les enterre quand même. Et je pense qu'il y a un sursaut comportemental que nous tous, nous devons avoir, que face à ces dangers, face à ces risques-là, que la solidarité familiale joue. Qu'elle ne joue pas simplement pour les enterrements, mais qu'elle joue déjà pour que les gens soient actifs, mènent des actions où on sent la vigilance pour préserver leur propre vie. Alors, comment ça se passe à l'intérieur du pays? Parce que c'est vrai qu'on a vu des images tout à l'heure de certaines régions. Vous faites de la sensibilisation à l'ONPC. Vous attaquez aussi l'intérieur du pays. Est-ce que les gens sont réceptifs? Oui, effectivement, les populations sont réceptives. Nous avons 30 centres de secours de pompiers civils à travers le pays. Et sur les instructions de M. le ministre de l'Intérieur et du DG de l'Office national de la protection civile, les messages de sensibilisation sont relayés dans les départements, dans les 30 départements. Voilà. Et puis, nos pompiers vont sur le terrain. Ils vont au contact des populations pour leur faire connaître le danger, le risque auquel ces populations sont exposées. Voilà. Et comment elles réagissent? Est-ce qu'elles comprennent ou bien elles se disent... Les populations comprennent. Dans la ville de Diokwe, il y a le fleuve Le Guemon, qui chaque année, pendant la période de pluie, sort de son lit. Donc les populations sont sensibilisées lorsque la période de pluie arrive et quittent la zone pour revenir à la fin de la saison de pluie. Voilà, donc elles partent et elles reviennent. Donc, monsieur le directeur, quand on est face à ce type de situation, quelles sont les contraintes que vous avez justement pour anticiper? Je ne veux pas dire contrer, parce qu'une inondation, c'est compliqué de la contrer, mais gérer cette situation. Et avec qui travaillez-vous? Bien, gérer cette situation, c'est la recolonisation des sites à risque. C'est un phénomène que nous vivons effectivement. C'est pour cela, cette fois-ci, la campagne que nous avons lancée, elle ira jusqu'au bout. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle ira jusqu'au bout. Ça veut dire que tous les sites à risque, que ce soit à Abidjan, que ce soit à l'intérieur du pays, où nous allons demander à nos populations de partir, ces sites ne seront plus recolonisés, ces sites seront sécurisés, aménagés, de sorte qu'elles ne soient plus accessibles à ces populations. Il est temps que, comme
le docteur le disait, il faut tant qu'on arrête souvent certaines facilités. Donc vous êtes maintenant pour, je ne veux pas dire la sanction, mais vous allez aller au-delà de la sensibilisation? Oui, nous avons sensibilisé, oui. Nous avons expliqué, nous avons présenté le danger aux populations concernées. Non seulement aux populations concernées directement, mais également aux populations avoisinantes, aux chefs religieux, aux guides religieux, aux chefs coutumiers, de s'impliquer. Et la société civile? Et la société civile, bien sûr, nous avons vraiment un partenariat avec la société civile, les ONG, que nous avons mis devant, qui ont mené une campagne de proximité de maison à maison. Leur expliquer pendant 30 minutes, pendant 1 heure du temps, pendant 2 jours souvent. Souvent, nous ne trouvons même pas le chef de famille. Nous retournons sur les lieux pour lui expliquer comment voulez-vous exposer la vie, votre vie et la vie de vos enfants à une telle situation. Et comme le docteur l'a dit, la solidarité aussi, nous sommes en Afrique, il y a une solidarité. Le gouvernement, aujourd'hui, nous avons une politique de Côte d'Ivoire solidaire. Oui. Il s'agit que chaque Ivoirien soit solidaire envers son prochain. Il ne s'agit pas aujourd'hui, comme il a dit, de pouvoir refuser de payer 50 000 francs ou bien 25 000 francs pour une ordonnance et payer 500 000 francs, 1 million et pourtant, pour un cercueil. C'est ce qu'on voit. Hein? Voilà, donc il faudrait qu'on change de paradigme. Oui. Il faudrait que chaque famille essaie d'accepter, retirer ses parents dans cette situation et permettre à l'État vraiment de jouer son rôle jusqu'au bout afin qu'on puisse vraiment être dans des zones sécurisées. Et ça, je vous le dis et je vous le confirme, selon les instructions du gouvernement, le ministre nous a instruit, la campagne ira jusqu'au bout et il n'y a plus, en tout cas, d'alternative de revenir recoloniser ces sites. Ces sites seront plus accessibles. Donc c'est clair. C'est clair. Alors, Mme Aye, vous êtes justement de la société civile. C'est vrai, hein, vous défendez les droits des femmes et des enfants. Et face à cette situation, vous l'avez dit, ces personnes vulnérables payent un lourd tribut à ces inondations. Est-ce que de votre côté, vous avez commencé à rencontrer les populations? Vous avez, avec peut-être d'autres ONG, sensibilisé, ou vous allez le faire? Parce qu'on est face à une situation de non-retour. Oui, nous le faisons au quotidien. Nous n'attendons pas qu'il y ait la saison des pluies. Déjà, nous menons plusieurs projets dans ce sens. Oui. Et par rapport à l'inondation dans les autres villes de la Côte d'Ivoire, on a vu Bondoukou. Oui. Mais il n'y a pas que Bondoukou, il y a aussi Bouna, où nous essayons de mener des activités et sensibilisons les populations à pouvoir apporter des réponses avant les saisons des pluies et aussi après les saisons des pluies. Par exemple, quand dans nos activités, nous avons constaté que lorsqu'il pleut, il y a des villages qui sont coupés, le réseau routier est coupé et les populations sont dans l'attente de la réaction des autorités pour soit venir réparer le pont. Ce que nous avons fait, nous avons encouragé les populations elles-mêmes à déjà mener des actions en attendant que les autorités arrivent. Donc, il faut dire que nous sommes sur le terrain, nous sensibilisons et nous essayons d'interpeller les populations vis-à-vis de par rapport à leurs responsabilités également. Alors, est-ce qu'elles comprennent ça, les populations, qu'elles ont une part de responsabilité parce que c'est notre vie? Est-ce qu'elles comprennent? C'est ça la question de fond. Parce que la question, c'est est-ce qu'on se développe ou bien on attend d'être développé? Oui. Ce que madame dit, ça, c'est tout à fait 100% sensé. Que ce soit d'autres personnes qui prennent conscience de la préservation de votre propre vie. Peut-être c'est le changement de paradigme qu'il faudrait. Que chacun intègre, intériorise, comme nous le dit, sa propre responsabilité qui consiste d'abord à chercher à sauver sa vie. Et commençons à raisonner solution, action, pas attentisme. Quand moi je vois ces populations dans l'eau, même creuser des digues, créer des pentes pour faire couler l'eau d'une manière ou d'une autre, parce que l'eau va vers l'eau, ce sont des réflexes naturels. Mais attendre pratiquement que ce soit des sensibilisations à n'en plus finir, que ce soit des gens qui viennent vous aider à faire la prise en charge de ce que vous vivez au quotidien. C'est-à-dire comment vous vous investissez dans votre vécu déjà pour montrer que vous êtes orienté solution, innovation. Vous voyez, je ne sais pas pour comparer, vous dites que c'est dans tous les pays, mais chez les Blancs, à peine la catastrophe, tout est rasé. On voit tout de suite les gens, excusez-moi, on les voit tout de suite le lendemain à la tâche. Absolument. Et ils ne se plaignent pas, ils n'attendent pas. Vous les voyez, au bout de 3-6 mois, avant même que l'État n'ait géré la question des assurances et c'est ce qui s'ensuit, on voit automatiquement que les gens se sont pris déjà plus ou moins en main. Alors que les assurances vont mettre tout ce temps-là, mais déjà eux-mêmes, tout leur bien qui est parti, ça leur fait tellement mal qu'il n'est pas anticipé, qu'il n'est pas tout compris, que naturellement, vous voyez qu'il y a un réflexe dynamique. Alors que chez nous, c'est extrêmement statique.
Parfois. C'est vrai qu'on parle, colonel, on parle d'incivisme, des populations, des constructions sont anarchiques, les caniveaux sont bouchés, des dépôts d'ordures sont dans les rues, les eaux stagnent. Mais est-ce qu'en réalité, ce tableau n'est pas le même tous les ans? L'État fait des efforts pour construire des infrastructures, pour drainer les eaux de pluie jusqu'à leur exutoire naturel. Mais il y a l'incivisme des populations qui jettent des déchets solides dans ces ouvrages. Alors, et lorsque la pluie arrive, ces ouvrages ne sont pas fonctionnels et l'eau va déborder, elle va ruisseler et causer des dommages. Donc il faut continuer de sensibiliser. Nous avons, depuis le début de l'année 2022, commencé la sensibilisation de proximité. Et qu'est-ce que vous leur dites à ces personnes? Nous allons dans les quartiers, oui. Nous rencontrons les familles, nous leur demandons de ne pas jeter les ordures dans les canaux d'évacuation des eaux de pluie, d'éviter que les enfants traînent dans la rue lorsqu'il pleut. Mais quand les personnes... C'est vrai, hein, on a vu, je crois, il y a un an, il y a 5 enfants qui ont été emportés par les eaux, mais les parents sont peut-être au travail, la maman est au marché. Comment on fait? Comment est-ce que les parents surveillent les enfants? Qu'est-ce qu'il faut faire? Cette année, la sensibilisation a été portée sur les enfants parce qu'en 2021, oui. On a perdu 7 enfants. Oui. C'est trop. C'est trop. Les enfants, c'est l'avenir. Un, c'est trop. Les enfants, c'est l'avenir. Oui. Et 2022, déjà, on a 5 enfants qui ont été emportés par les eaux de pluie. Donc, il faut sensibiliser les parents. Lorsqu'il pleut, le premier réflexe d'un enfant, c'est d'aller gambader dans les eaux de ruissellement. Il s'amuse, malheureusement. Oui, l'enfant, il est inconscient. Il pleut, il a envie de s'amuser. Alors qu'il est exposé à un risque. Il peut être emporté dans le caniveau, dans les avaloirs, il peut se faire aspirer. Et lorsque les eaux de ruissellement circulent, elles charrient des objets qui peuvent blesser. Voilà. Donc, la sensibilisation est portée sur les parents. Sur les parents. Voilà. Surveillez vos enfants dès qu'il pleut. Alors, Monsieur Ouattara, quels sont, on va dire, vos partenaires peut-être étatiques? Vous travaillez donc en synergie avec d'autres ministères, parce que le colonel parlait justement des enfants sur lesquels il y a une attention particulière cette année. Alors, je sais que par exemple, en ce qui concerne l'environnement, il y a des clubs environnementaux dans les écoles. Absolument. Alors, à votre niveau, est-ce qu'il ne serait peut-être pas aussi bon d'avoir un relais avec l'éducation nationale? Oui, merci madame. Permettez-moi déjà, avant de parler sensibilisation, oui. Qu'est-ce que fait l'État? Vous êtes là pour ça. Vous savez, en tirant les leçons de juin 2018, oui. Le président de la République a dit qu'il ne faut plus jamais Côte d'Ivoire. L'État a mobilisé d'importantes ressources. Est-ce qu'on peut mettre en œuvre autour de 300 milliards. 300 milliards de francs CFA. D'importantes ressources, oui. Pour que les populations à Abidjan et à l'intérieur du pays soient vraiment mises à l'abri de ce genre de fléau. Aujourd'hui, ces programmes sont en train de se dérouler. Je pourrais vous parler du programme du bassin de Gourou Abidjan. Il faut le faire, parce qu'on en a entendu parler. Qui permet aujourd'hui, au niveau d'une partie d'Abobo, du plateau d'Adjamé, et choses, qui permet d'aménager tout ce qui est ouvrage de drainage, qui permet à l'eau de réguler sans toucher les populations. Vous avez le PACA qui permet aujourd'hui d'aménager 31 km de réseau d'assainissement à Yopougon, et le programme d'assainissement et de résilience urbaine qui non seulement adresse tout ce qui est drainage à Cocody, à Bobo. Vous avez des zones chaudes telles que Bonoumé, Sinakasi, oui. Vous avez à Bobo dont on parlait, à Nokwakouté, aujourd'hui à Gesco. Ce sont des zones chaudes que le PARU va aménager tous les ouvrages qu'il faut pour mettre les populations à l'abri. Mais on ne se limite pas seulement qu'à Abidjan. L'intérieur du pays est aussi adressé. Et également, comme vous l'avez dit, si nous devons aller sur la sensibilisation, l'État dit que, en plus de la proximité, pourquoi ne pas solliciter les outils numériques actuels? Un système d'alerte précoce est mis en place avec l'ONPC et la SODEXAM pour prévenir les populations dans ces zones. Et leur donner, en tout cas, tout ce qui est bon geste, oui. Afin de pouvoir vraiment prendre les précautions à l'orée des saisons de pluie. Quelles sont les actions à mener pour vraiment se mettre à l'abri
de ce genre de situation. Autant d'actions qui sont menées, mais la population aussi a sa part de responsabilité. C'est sûr, Monsieur le Directeur Général. On va en parler tout à l'heure quand on va attaquer la problématique. Alors, c'est vrai que beaucoup de choses sont faites. Hein. Il y a un engagement du gouvernement pour préserver les vies et surtout améliorer les conditions de vie des populations. Absolument. En ce qui concerne ces caniveaux dont on parle, avec ces eaux de ruissellement, qui doit se charger de les curer? Et si cela n'est pas fait, qui doit-on interpeller? Est-ce qu'on doit attendre la saison des pluies pour s'occuper de ces caniveaux ou il faut le faire bien avant, de façon, je dirais, générale ou quotidienne? Bien, madame, vous savez, l'État, à l'orée de chaque saison de pluie, procède au curage avec l'appui de l'ONPC, procède au curage de tous les canaux, tous les voies d'eau, pour que l'eau puisse couler tranquillement. Vous savez, comme il a dit, quand vous obstruez les caniveaux, vous obstruez les canaux, quand l'eau vient, qu'il n'a pas de chemin, l'eau s'effraie du chemin elle seule. Et les chemins qui peuvent être empruntés par l'eau, c'est les zones d'habitation. Donc, pour l'éviter, l'État, en tout cas, il y a une campagne de pré-saison qui permet de curer mettre à niveau tous les caniveaux au niveau d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Et il y a un suivi? Mais, il y a un suivi. Comment vous faites, justement, ce suivi? La surveillance, il y a l'Office national de l'assainissement et des drainages qui a des équipes, qui a une télésurveillance de tous ces ouvrages qui permet de s'assurer du bon fonctionnement de ces ouvrages et en cas de dysfonctionnement, qu'il y a une intervention immédiate pour pouvoir assurer le fonctionnement régulier de ces ouvrages. Et cela se fait vraiment en partenariat avec l'ONPC. Mais en face, c'est le citoyen. Comment il réagit? Est-ce que, vous permettez, madame, est-ce que le caniveau, même qui passe devant chez soi, est-ce qu'il est une poubelle? Est-ce que, quand vous finissez de votre sachet, quand vous sortez et que vous voyez une voie de passage d'eau, est-ce que c'est une poubelle? Il est important que les citoyens se posent souvent ces questions. Le déchet que j'ai en main, est-ce que je dois le jeter partout? Alors, on revient encore, en vous écoutant, on revient encore à cette question de la responsabilité, du civisme, et au niveau justement des ONG, de la société civile. Est-ce que, c'est vrai, vous défendez les droits, je le dis et je le rappelle, mais on a aussi des devoirs. Bien sûr. Comme il le disait, quand on obstrue le caniveau, quand on jette des ordures ménagères dans le caniveau et que l'eau de ruissellement n'arrive plus à retrouver sa voie, bien évidemment, ça va emprunter les voies des maisons, des différentes habitations. Donc, quand l'eau rentre dans l'habitation, ce n'est pas forcément chez le ministre que ça rentre, c'est chez le citoyen lambda qui se trouve là. Tout le monde est touché. Hein, voilà, tout le monde est touché en fait, tout le monde est touché. Mais ce que je voulais dire, c'est que en plus même d'obstruer les caniveaux, il y a aussi un autre phénomène qui peut entraîner aussi les inondations. Par exemple, quand on prend la commune de Cocody, quand on regarde le relief de la commune de Cocody, on se rend compte qu'il y a beaucoup de plaines. Et ces zones, ces plaines-là sont des zones à risque. Et on constate qu'il y a beaucoup d'opérations immobilières qui sont créées dans ces zones-là. Et quand vous entrez dans ces cités, pour la plupart du temps, il n'y a même pas de caniveau. Donc l'eau qui coule, qui quitte depuis là-haut, qui vient dans la plaine, cherche bien évidemment une voie pour sortir. Donc s'il n'y a pas de caniveau, bien évidemment, ça va rentrer dans les domiciles. Et c'est ce spectacle-là, c'est ce à quoi on assiste chaque année. Alors, on se rend compte qu'aucun quartier n'est épargné. Il n'y a pas, en réalité, on a l'impression, docteur, que ce sont que les quartiers précaires qui sont en réalité des zones à risque ou en danger quand il y a ce genre d'inondation. C'est dans l'imaginaire? Bon, peut-être que c'est là-bas où on ramasse les morts, mais je pense que fondamentalement, côté comportement, je pense que chacun est servi. Parce que quand vous parlez de jeter les choses par les fenêtres, tout le monde est interpellé. Oui. Parfois, ce sont des grosses voitures, pas possible. Absolument. Et c'est quand ils jettent le sachet ou la canette qu'on se pose des questions s'ils méritent véritablement d'être dans ces... Bon. Bref, mais... il a acheté son véhicule, donc. Il a acheté son véhicule. Ça, c'est son comportement. Bon. Oui, mais n'oublions pas quand même que... Oui, c'est l'exemplarité. Voilà, l'exemplarité, le modèle. On dit le poisson pourri par sa tête. Absolument. Parce que tout le monde essaie de copier vraiment ce qu'il y a de bon pour lui. Absolument. Alors, c'est ce qui renforce le sentiment de fatalisme. Il pense que les autres ont tout
Et puis eux, ils n'ont rien. Voilà pourquoi ils n'agissent pas. Et ils ont du mal à penser que ces gens-là ont un mérite. Vous expliquez cela, ce qui se passe par le fait... Même inconsciemment. Parce que si déjà, celui qui a, vous l'avez dit, celui qui a réussi à un comportement exemplaire, regardez ce que le colonel disait. Ce n'est pas à quelqu'un de venir vous dire de secourir votre enfant, de le mettre à l'abri quand il pleut. Nous tous, on a été jeunes, on sait que dès qu'il pleut, on a attiré à aller s'amuser. Donc ça, on n'a pas besoin de dire à une maman quitte le marché. Ça va partir de là d'abord. Mais je pense qu'inconsciemment, les gens ont parfois l'impression qu'il y a les nantis qui ont tout, eux, ils attendent leur tour. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez coupable. Parce que la manière d'obstruer, c'est les caniveaux, d'enlever les rondelles là, en ferraille pour aller les vendre. Il y a des comportements 100% que nous on qualifie de suicidogènes et d'autodestructeurs. Autodestructeurs. Alors, colonel, la devise de l'ONPC, c'est prévenir, secourir, former. Oui. C'est vrai que vous sillonnez le pays. Et ça fait depuis combien de temps, justement, que vous êtes à l'intérieur du pays pour la sensibilisation? Pour la sensibilisation, nous avons, depuis 2015, des centres de secours d'urgence dans les 30 chefs-lieux de région, avec des pompiers civils formés qui relaient les messages de sensibilisation sur le terrain. Mais pour cette campagne, justement, en lien avec le ministère de l'Hydraulique, l'assainissement et la salubrité. Pour cette année, nous avons été instruits par M. le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, et qui a instruit aussi le corps préfectoral pour activer tous les comités de sécurité au niveau des départements, au niveau des régions, pour relayer la prévention, la préparation à la réponse. Alors, il y a une belle synergie. Alors, nous parlons donc de synergie, nous en parlerons tout à l'heure. Et nous allons ensemble suivre cet élément, c'est la problématique. Alors, il y a des familles de victimes passées, donc de ces inondations, qui s'expriment dans ce reportage réalisé par Davis Oyo, Ibrahim Touré, Olivier Kofi, Lionel Yomoli. Vous voyez, c'est vraiment une équipe solide et solidaire qui a été sur le terrain. On regarde et on en parle tout à l'heure. La saison des pluies mobilise ONG et institutions à faire de la sensibilisation. Le Conseil national des droits de l'homme en fait partie. Il est en contact permanent avec les riverains. Mot d'ordre du CNDH, invitation aux populations à quitter les zones à risque. Nous, au niveau du CNDH, bien avant la saison pluvieuse, nous avons identifié des sites dangereux que nous avons partagés à tous ceux qui pouvaient agir pour faire partie ces populations de ces sites. Mais malheureusement, en saison pluvieuse, nous avons constaté que ces sites sont toujours occupés. Des actions qui trouvent difficilement écho auprès des riverains occupant les emprises dangereuses. Après les déguerpissements, ces derniers reviennent coloniser les mêmes sites à la fin de la saison des pluies. Quand on les déguerpit, il faut qu'on leur trouve soit un site de recasement provisoire ou même définitif. Parce que nous estimons que ces opérations doivent se faire au préalable plusieurs mois avant la saison pluvieuse. On n'attend pas la saison pluvieuse pour lancer ces opérations. Quand on vous dit de quitter à un endroit pour votre bien, mais il faut partir. Et je pense que ces populations, on n'a même pas besoin de leur dire à un moment donné de quitter là. Ça doit être une prise de conscience. Il faut qu'elles quittent là pour protéger leur vie et la vie de celle de leur progéniture. Malgré la sonnette d'alarme, plusieurs sites à risque sont encore habités. À Tekoubé, William Civil, derrière le lycée, Yopougonro de Dabou, Koumassi, quartier d'Ivo et Cocody, les deux plateaux face aux eaux. Les actions se multiplient pour éviter le cauchemar survenu à Anyama. Le 18 juin 2020, le quartier Rail fut le théâtre d'un spectacle dramatique. 16 personnes ont perdu la vie, 5 disparus et 733 sinistrés suite aux pluies torrentielles. Cependant, quelques habitations y demeurent. Elvis est l'un des rescapés de ce drame. Il vit à quelques encablures de l'ancien site. La pluie est venue une journée et quelques, et puis l'eau a envahi partout, et puis ça a fait tomber les maisons, ça a gâté beaucoup de trucs, comme les plantations. Il y a des gens aussi qui sont décédés. Il y a encore des personnes qui habitent dans le coin? Oui. Mais pourquoi ils ne quittent pas? Bon, ça dépend aussi, ils n'ont pas un coin où aller. C'est leur seul endroit où ils peuvent se réfugier. Voilà. Donc du coup, après le dégât, ils sont revenus et puis ils habitent dedans. Le manque de moyens, l'argument principal brandi par ces occupants des zones dangereuses. Pourtant, le danger est imminent.
Merci à notre équipe de reportage. Danger imminent, monsieur le directeur général, et pourtant, les populations sont là. Votre commentaire? Oui, le danger, il est imminent. Il est là, le danger. Et face au danger, on n'a pas d'autre choix que de reculer. On n'a pas d'autre choix que de reculer. Soit la bravoure, si on est brave et puis on meurt, je pense que ça n'a pas de sens. Et donc aujourd'hui, face à ces zones qui sont identifiées, qui sont connues, il est question pour nous, en tout cas, que ces populations puissent partir. Nous le souhaitons que ce départ soit volontaire. Oui. Et si ce n'est pas le cas, au bout, en tout cas de la sensibilisation, oui, nous allons contraindre les populations à partir. Nous préférons contraindre ces populations et sauver des vies que d'assister et que nous allons faire des décombres macabres. On nous traitera, on nous accusera peut-être de non-assistance à personnes en danger. La société civile, Madame Ayemou. Non, pas du tout, pas du tout, parce que l'essentiel, c'est de pouvoir sauver des vies. Et pour sauver des vies, on ne peut pas sauver la vie de quelqu'un contre, on va dire, son gré. Il faut pouvoir non seulement l'informer, la sensibiliser, mais aussi l'accompagner. Par le moyen. Oui, oui, surtout l'accompagner. Et tout à l'heure, il a été dit qu'il y a eu on va dire des moments de déguerpissement, des populations qui ont été déguerpies. Indemnisées également. Voilà, qui ont été indemnisées et qui sont revenues. Oui. Je pense qu'à ce niveau, l'État doit pouvoir prendre des mesures, comme il a dit, doit passer aux sanctions, à la répression. Parce que quand il y a des dégâts, quand il y a des morts, c'est vrai, c'est des populations, mais la personne ou la structure qu'on voit, c'est l'État de Côte d'Ivoire. Donc c'est pour cela que à l'entame de l'émission, je disais que les populations vont où? C'est la responsabilité de l'État de pouvoir prendre toutes les mesures et de veiller à ce que ces mesures soient appliquées. Parce qu'un site, on déguerpit les populations, mais si on ne recolonise pas le site, on ne construit pas des infrastructures ou bien on n'occupe pas, on n'aménage pas le site, bien entendu, les populations vont revenir. Une personne vient, constate que je peux m'installer, automatiquement, il y a d'autres personnes qui suivent. D'autres. Et dans la passivité, on regarde la situation se faire jusqu'à ce qu'il y ait un drame. Colonel, alors, c'est vrai, le tableau, il est là, certaines actions ont été menées. Aujourd'hui, est-ce que on parle, c'est vrai que vous êtes en synergie, mais est-ce que vous parlez également de sanctions ou de répression? Non, l'Office national de... Quelle est votre approche? L'Office national de la protection civile, dans ses missions, n'a pas la possibilité de déguerpir des populations. Mais on accompagne nos partenaires dans des missions stratégiques. Je voulais dire que depuis 2009, nous avons élaboré un plan d'action stratégique pour 5 communes du district d'Abidjan. Je veux donner le retour d'expérience de la commune de Atekoubé, où monsieur le ministre maire s'est personnellement impliqué. Nous avons, tout au long des flancs de collines, délimité un périmètre de sécurité. D'accord. On a détruit toutes les habitations qui étaient... Est-ce que ça a été facile? Ça n'a pas été facile, mais le maire, personnellement, s'est impliqué. Voilà, avec les responsables de communauté, les responsables religieux. Finalement, on a pu établir ce périmètre de sécurité. Des maisons aux alentours des collines ont été détruites. Et l'État a apporté une aide au relogement. Très bien. Les populations ont reçu une enveloppe pour pouvoir se reloger. Elles n'ont pas tenté de revenir sur le site? Jusqu'à présent, à Tékoubé, ça va. Les populations ne sont pas revenues parce que nous avons des points focaux qu'on consulte de temps en temps pour voir est-ce qu'il n'y a pas des gens qui reviennent encore s'installer au flanc des collines. Donc vous avez installé vraiment, comme on dit, un contrôle et un suivi de cette action. De cette action. Docteur, est-ce qu'il faut... vous pensez aujourd'hui, face à cette situation, c'est vrai, est-ce que c'est suffisant? Et on le disait tout à l'heure, de dire à la population, il faut éviter de jeter des ordures, il faut partir. Est-ce que cela est suffisant? Oui, on a l'impression que non, parce que de discours en discours, comme l'a dit Madame la société civile, les gens ont l'impression qu'il n'y a rien à faire, comme on dit vulgairement. Donc à un moment donné, on le sait, on ne fera pas le bonheur contre le gré des gens, mais parfois il faut sauver leur vie avec beaucoup de fermeté. Mais vous êtes sociologue, est-ce que cela ne vous choque pas?
Enfin, moi, je préfère sauver la vie, peut-être dans la difficulté, dans la douleur, que d'assister impuissamment à des vies qu'on pourrait sauver. Parce que c'est ça aussi. À un moment donné, il faut passer à des arbitrages supérieurs. Oui. Voyez-vous? Parce qu'on ne peut pas faire des décomptes macabres et on ne sait même pas les conséquences de cela. Et les gens ont l'impression, parce que ces mêmes gens qui disent qu'on ne leur apporte pas assistance et secours ou prévention, sont les mêmes qui, si vous faites des brigades de vigilance, de surveillance, etc., qui diront oui, ils s'en prennent toujours aux plus faibles. Voyez-vous, donc on est toujours dans des schémas un peu pervers. Donc à un moment donné, même si à mon corps défendant, je souhaite qu'on associe les populations, on les sensibilise, on fasse tout ce qui est humainement possible pour changer les logiciels. Mais on ne peut pas, pendant ce temps, il peut se passer beaucoup de dégâts. Que l'État, c'est nous tous. Quand on dit l'État, mais derrière l'État, ce sont des individus. Et ces mêmes comportements qu'on dénonce dans ces populations, peut-être que ces mêmes comportements se retrouvent au niveau de certains agents de l'État, de certaines structures, de beaucoup de choses. Parce que le laxisme appelle aussi le laxisme. À un moment donné, c'est une coaction globale. C'est-à-dire l'État fait ce qu'il a à faire, les agences, ces institutions le font, mais nous tous, de manière collective, solidaire, situons nos responsabilités, nos citoyennetés, vous l'avez si bien dit, civisme, citoyenneté, responsabilité. C'est la devise de l'ONPC. Voilà. Donc, à un moment donné, chacun doit se sentir interpellé, mais en même temps qu'il prend ses responsabilités, il surveille aussi les autres pour prendre leurs responsabilités. Donc, chacun surveille son voisin. Oui, exactement. Je pense qu'à un moment donné, on peut arriver à cette situation-là. Monsieur le directeur, combien de personnes aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de déguerpissement, est-ce que vous avez un chiffre aujourd'hui de personnes qui doivent être déguerpies? Au niveau d'Abidjan, oui, à peu près. Le ministre l'a bien signifié au cours de... On parle de 4 000 à peu près? Autour de 4 000 ménages. Oui, ménages, oui. Voilà. Et 25 000 personnes. Si on compte un peu la famille, oui. On est autour de 25 000 personnes. 25 000 personnes à Abidjan. Voilà. Mais l'État n'est pas inactif. Oui. Vous voyez que avec le district d'Abidjan, il y a un plan d'aménagement aujourd'hui des sites de recasement. D'accord. Et c'est un programme qui est en cours. Et il y a des sites qui sont déjà existants, oui. qui sont en train d'être aménagés. Il y a d'autres sites qui seront encore aménagés oui. pour permettre à l'État de faire face à ce genre de situation. Face à vos responsabilités. À nos responsabilités. Alors justement, vous avez parlé du district. Est-ce que cette opération, au-delà du district d'Abidjan, vous avez d'autres partenaires? C'est vrai qu'il y a l'ONPC, on l'a dit, à la société civile, mais sur le plan étatique, est-ce qu'il y a d'autres ministères qui vous accompagnent ou d'autres structures étatiques qui vous accompagnent dans cette opération? C'est une action collégiale de solidarité gouvernementale. Oui. Et c'est une action aussi participative. Non seulement au niveau étatique, nous travaillons vraiment avec le ministère de la Construction et également aussi de l'autre côté les collectivités territoriales qui ont été impliquées de bout en bout sur toute cette opération. Et de l'autre côté aussi, nous avons nos partenaires de la société civile, les ONG qui nous appuient, en tout cas dans la sensibilisation, pour que nos parents puissent comprendre. Et, en tout cas, côté étatique, oui. Le ministère de l'Intérieur, en tout cas, il y a le comité de gestion des crises et des catastrophes naturelles, en tout cas, est totalement impliqué dans cette action d'envergure, en tout cas, qui doit aboutir à la préservation des vies. Alors, c'est vrai qu'on critique, on parle d'incivisme et des populations, mais moi, j'ai une question vraiment qui est très basique. N'y a-t-il pas un problème aussi d'espace, c'est-à-dire de poubelles, au niveau des poubelles? C'est vrai qu'on jette un peu tout partout. Est-ce qu'il y a suffisamment de poubelles dans nos communes ou dans la ville d'Abidjan? Puisqu'on parle d'Abidjan, on va pas aller à l'intérieur du pays, mais au moins sur Abidjan. Oui. Sur ce plan, je vais associer ça à quelque chose. C'est quand même la densité des populations. C'est vrai. Oui, comprenons très vite que quand vous voyez la configuration de l'aménagement d'Abidjan, les populations... La démographie est galopante. Oui, hein. Elle est galopante. Tout à fait. Est-ce qu'on n'a pas s'adapter? Ben, c'est ce que j'allais dire. C'est le directeur. Peut-être que là, on aurait dû travailler sur des schémas de décentralisation. Est-ce ça a été très vite, la démographie a été très rapide. Très vite. La démographie étant galopante, oui. Il faut des systèmes adaptés. Oui. Vous y travaillez? Nous y travaillons. Nous travaillons déjà. Oui. Je vous dis, depuis 2018, l'État a acquis pour seulement le district, les 13 communes d'Abidjan, 6 000 poubelles. Et les 6 000 poubelles aujourd'hui, en l'espace de 3 mois, vous avez 90% de ces poubelles qui sont parties. Attends, excusez-moi. Elles sont parties? Elles sont parties, détruites par l'action, le comportement de nos concitoyens.
Donc le problème, il est profond, c'est vrai. Encore, je ne vous dis pas. Oui. Les opérateurs en charge de cette question ont été enjoints de pouvoir renouveler le parc. Oui. Et il a été renouvelé. Et 3 mois après encore, c'était le même constat. Et ça se fait depuis 2018. Et donc, le meilleur système, ce n'est pas les poubelles dans la rue. C'est la poubelle chez soi. Et justement, mais et chez donc, soi. Oui. Comment vous allez justement mener cette campagne ou cette politique? Comment avoir sa poubelle chez soi et obliger le citoyen à avoir sa poubelle chez lui? En tout cas, nous y travaillons. Très bien. On ne va pas tout dévoiler aujourd'hui. Non, nous avons commencé vraiment une campagne de longue haleine. Hein. Oui. Vous savez déjà, au niveau du ministère, on a le grand ménage. C'était en tout cas une ouverture pour nous, pour que le citoyen lambda sache que la propriété commence par soi-même et c'est une responsabilité première de soi-même. Alors justement, cette action de grand ménage, donc, on l'a vu, hein, est-ce que c'est pas ponctuel? Est-ce que ça se poursuit? Ça se poursuit et ce sera plus offensif maintenant. Et c'était pourquoi? Parce que quand l'État a mis en place la nouvelle politique avec la modernisation de tous les systèmes de gestion des déchets, il fallait que la population aussi accompagne. C'est pour cela qu'on s'est dit qu'il faut que le citoyen puisse s'approprier tout le système de gestion en mettant une poubelle chez soi et en conditionnant les déchets chez soi. Oui. Et de sorte que les déchets soient sortis aux heures où le camion devrait passer. Est-ce que les populations, justement, sont informées des heures de passage? Cela a été fait et communiqué aux populations. C'est vrai, ça se fait tous les jours, même sur les camions de passage, sur les camions de ramassage. Vous avez vu, il y a des heures de celui qui ne sait pas lire, comment il fait? En ce sens-là que nous faisons tout le monde, hein? la campagne, nous avons cette campagne de communication et même nos structures sous tutelle, notamment l'Agence nationale de gestion des déchets, mène une campagne offensive de proximité, la NAGED, auprès des populations, dans des zones, pour que tout le monde soit conscientisé, soit informé et sensibilisé à ces pratiques. Mais oui, les habitudes ont la peau dure. Ah ben justement, on a eu une émission ici sur le comportement des populations, comment être un Ivoirien nouveau. Madame Ayemou, comment vous comprenez, je vous pose la question, vous êtes de la société civile, il y a donc une benne à ordures et les populations déposent leur sac poubelle à côté. Comment vous comprenez cela? Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Parce qu'on nous regarde ce soir, qu'est-ce qu'il faut leur dire? Oui, moi je pense qu'à un moment donné, il faut que chacun prenne ses responsabilités. S'il y a une benne à ordures, il faut mettre l'ordure dans la benne que de la déposer juste à côté. Donc, moi, ça, c'est l'idéal, mais comment justement ce geste? C'est une question d'éducation, je vais dire ça comme ça. C'est une question d'éducation et il faut que chaque famille puisse s'impliquer à tous les niveaux. Et il faut commencer, comme il le disait tout à l'heure, les habitudes ont la peau dure. Il faut continuer à sensibiliser les populations, mais mettre l'accent aussi sur l'éducation des enfants, que ce soit l'éducation au niveau familial comme au niveau des écoles. Oui. Il faut intégrer cet aspect-là dans l'éducation des enfants, de sorte qu'en grandissant, même à l'école, l'enfant apprenne à pouvoir gérer ses déchets, si on peut le dire comme ça, depuis la classe, depuis la cellule familiale. Et en grandissant, il grandit avec des habitudes qu'il a déjà incorporées. Donc, il faut continuer de sensibiliser, mais aussi mettre l'accent au niveau de l'éducation des enfants. Docteur. Oui, ça, nous sommes directement. Ils l'ont dit d'une manière, mais nous, on dirait en sociologie, c'est la culture poubelle qu'il faut créer chez les gens. Parce que le réflexe et la culture, c'est la base dans les schémas de socialisation en famille. Si l'enfant fait la relation entre le déchet, la saleté, le cadre de vie et sa santé, ça va aller très vite. Même si quelqu'un ne sait pas lire. Regardez par exemple Covid, simplement de se laver les mains. Aujourd'hui, beaucoup de maladies diarrhéiques et de saleté ont été évitées. Ça veut dire que la relation doit être très forte, de telle sorte que la propriété commence chez soi le plus petit possible. Oui. Voilà, dans la tendre enfance. Parce que ça devient des acquis pour toute la vie. Et c'est comme un réflexe. Oui, c'est un réflexe. Donc on doit aller chercher dans les racines des uns et des autres. Le fameux adage « microbe ne tue pas africain », c'est très coupable cette vision des choses. Voyez-vous? On s'est rendu compte que c'était une utopie. Voyez-vous? Oui. Donc à un moment donné, plutôt que d'attendre les camions de ramassage, ceci, cela, on commence à faire des conditionnements. Et c'est pour ça que j'ai parlé de solutions. On peut penser même à des recyclages qui n'attendent pas forcément l'État. Parce que moi, j'ai couvert des programmes
où si vous ne pouvez même pas vous imaginer ce que les gens peuvent gagner en ordures, en absolument, dans le recyclage. En cuir, voyez-vous. Non, mais il y a des programmes en Côte d'Ivoire de ce côté. De telle sorte que de la relation de la pauvreté, ses propres populations soient impliquées. Il y a des pays aussi qui ont 10% d'économie verte, l'Allemagne, pour ne citer que cela, et qui sont très en avance. Mais docteur, la pauvreté n'est pas synonyme d'insalubrité. Mais bien sûr, mais ça aussi, il faut le faire rentrer dans la tête des gens. Les gens pensent que vous avez tellement raison. Il y a des gens qui vont vous dire, je ne me lave pas, ou bien... Parce que, alors que vous voyez là, le tabac, qui va le rendre propre, coûte combien? Voyez-vous? Et il a un portable à quel prix? C'est un phénomène de mode. Colonel, alors au niveau de l'ONPC, justement, c'est vrai que vous êtes, on va dire, il y a des pompiers civils, vous accompagnez les populations. Comment vous voyez ce comportement? Comment vous le traduisez, vous le comprenez? Et puis, à la limite, vous le combattez, je le mets entre griffes, parce que c'est de la sensibilisation. Il faut sensibiliser les populations. Aujourd'hui, quand vous allez dans les boulangeries, vous voyez que les populations s'alignent pour acheter le pain. Vous voyez dans les gares de Woro. Donc, ça veut dire qu'on peut faire changer les comportements. Ça dépend. Parfois, on sort du rang, il faut rappeler les uns et les autres à l'ordre. On vous rappelle à l'ordre. Oui. Voilà, donc, il faut continuer la sensibilisation. Voilà. Tout simplement. Oui, monsieur le directeur. Il faut continuer la sensibilisation, mais à un moment, il faut s'arrêter. Et vous êtes arrivé à ce stade. Et nous sommes dans cette dynamique. Nous, aujourd'hui, nous donnons tous les moyens. Sans cela que... Vous verrez que le secteur de la salubrité et l'assainissement, nous sommes en train d'étoffer le cadre juridique pour que tous les textes en la matière soient vraiment disponibles, pour qu'on en arrive à un holà. Parce que vous ne pouvez pas comprendre que l'État investit autant de milliards. C'est l'argent de tout le monde en réalité. Alors qu'on pourrait en faire des bénéfices et investir ailleurs. Mais le comportement fait que l'État dépense. Et il faut recommencer. Il faut recommencer éternellement. Et à un moment donné, et c'est le même citoyen qui dit l'État ne fait rien. Par son geste, il compromet le développement. Mais vous comprenez les attentes, ceci dit. Nous comprenons les attentes et nous savons que nous comprenons les attentes. Et les citoyens doivent savoir qu'il a des devoirs également. Absolument. Alors, j'ai une question pour tous les quatre. Quand on parle de salubrité, la forêt du Banco, elle est magnifique, c'est un vrai poumon d'oxygène, de tourisme. Mais savez-vous, colonel, monsieur le directeur général, que la forêt du Banco, en allant vers la piscine, c'est un dépotoir à ciel ouvert. Le saviez? Je vous invite donc à aller faire un tour au-delà de ce qu'on voit qui est magnifique. Vers la piscine, c'est un dépotoir à ciel ouvert et qui est vraiment un risque. C'est un risque pour cette belle forêt, pour Abidjan et pour notre santé. Vous êtes informé de cela? Mais je vous invite à le faire. Il faut vraiment... Je pense que c'est un devoir aussi citoyen parce que je pense qu'il y a des citoyens aujourd'hui, on critique, mais qui donnent des informations, qui alertent par les réseaux sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez que c'est une bonne attitude de pouvoir dénoncer quand c'est avéré, parce qu'il y a, évidemment, il y a aussi les fakes, est-ce que c'est une bonne attitude de vous interpeller, de dénoncer et de poster ce qui se passe à ce niveau? Mais n'oubliez pas la forêt de Banco, allez la voir. Nous allons voir avec l'Office national des Il faut vérifier. Des réserves. Oui, il faut vérifier. Nous pensons que, comme vous l'avez dit, vous avez si bien dit, si c'est avéré, et nous pensons, ça nous fait un bon retour pour nous. Et ça nous permet déjà, au niveau opérationnel même déjà, en tout cas de corriger certaines insuffisances. Certaines populations nous alertent. Ça fait 2 jours que nos déchets ne sont pas collectés. Oui. Nous sommes vraiment constituant une d'énormes plateformes avec, en tout cas, la société civile, avec toutes les populations, pour interagir. Cela permet de surveiller, de contrôler aussi les opérateurs auxquels, en tout cas, l'État a concédé le service public de propriété. C'est un très bon retour pour nous. Oui. Mais très souvent aussi, il y a en tout cas des interpellations qui ne sont pas avérées. Tout à fait. Et ça fait que l'opérateur se mobilise et qu'il arrive là et que ce n'était pas avéré. Et donc, ça lui fait vraiment, en tout cas, du gaspillage. Ça lui fait vraiment, en tout cas, de perte de temps. Sinon, en tout cas, dans les cas où c'est avéré, c'est utile et ça permet de corriger les insuffisances, en tout cas, de nos interventions. Est-ce qu'il y a un numéro vert, par exemple, au-delà des vidéos, du digital, pour vous informer, vous saisir?
Au niveau de la protection civile, vous pouvez nous saisir sur notre page Facebook. C'est vrai que vous êtes très Facebook, c'est dans l'air du temps, c'est très très dynamique, c'est vrai. Je vous suis moi-même. Les populations peuvent nous saisir sur notre page Facebook oui. en nous envoyant des informations, des vidéos avec la localisation. Nous envoyons une mission de contrôle, de vérification et lorsque nous devons réagir, nous faisons interagir nos partenaires. Voilà. En tout cas, chez nous, c'est le cas. L'Office national de l'assainissement et du drainage a un numéro vert qui est joignable à tout moment. C'est lequel? En tout cas, je pourrais vous le communiquer. Oui, on va le communiquer plus tard. Et puis, allez sur la page Facebook. Gestion de déchets. Oui. Et mieux, nous avons un service qualité au sein du ministère. Bien. Qui est ouvert qui réceptionne en tout cas toutes les préoccupations des usagers, des populations et qui permettent aux opérationnels de traiter en tout cas ces préoccupations. Et donc, le ministère, il est ouvert. On peut saisir le ministère par tous les canaux possibles. En tout cas, nous réagissons et puis, en tout cas, il y a une synergie, une interaction vraiment entre nous et les usagers. Et nous comptons en tout cas améliorer cette interaction par toutes nos campagnes de sensibilisation et avec tous les canaux de communication qui sont à notre disposition. J'ai vu d'ailleurs que vous répondez aux questions et vous répondez sur Facebook, c'est très dynamique. Ouais. Comment fonctionne justement la société civile sur cette question? Au-delà de la sensibilisation, est-ce que vous avez des plateformes d'échange avec les populations, puisque là on est dans cette période, je dirais, à risque? Comment ça se passe à votre niveau? Il existe plusieurs plateformes. Qui servent de mécanisme d'alerte précoce. Oui. Aussi, non seulement qui interagit aussi avec les différents ministères. Très bien. Et également avec les populations. Ce que je voudrais ajouter à ce que le directeur a dit, c'est que en tant qu'organisation de la société civile, nous nous réjouissons de voir tous ces chantiers que l'État est en train de dérouler, ces gros moyens que l'État déroule pour préserver la vie humaine. Mais ce que je voudrais dire, c'est que cette opération, comme il a dit, il ne faudrait pas que ça soit comme les autres. C'est-à-dire? Voilà, c'est-à-dire il faut mettre en place des mécanismes de suivi et de contrôle pour la pérennité de l'action. Nous avons l'exemple que monsieur a donné tout à l'heure par rapport à Atekoubé. C'est-à-dire, après l'opération, il y a eu un mécanisme qui a été mis sur pied pour faire le suivi et pour faire le contrôle. Et donc, ça leur a permis de garder toujours le lieu, de préserver la zone. Et donc, il est important aussi que ce mécanisme-là soit pris pour que les actions qui sont menées par l'État ne soient pas comme une épée dans l'eau. Voilà. Votre intervention. C'est justement ce que je voulais, je voulais rassurer madame. Oui. C'est que quand nous demandons à nos parents de partir, c'est que ces sites seront sécurisés et surveillés. Okay. En plus, ces sites seront vraiment aménagés de sorte que leur usage naturel soit en tout cas préservé. Oui. Mais en tout cas, la recolonisation ne sera plus possible. Elle sera plus possible. Votre intervention nous permet d'aller vers des solutions, des perspectives. Alors, dans ce micro-trottoir réalisé par Davis Oyo, les populations évoquent leurs difficultés et surtout font des propositions. On parle de population, des responsabilités. Écoutons. Bon, d'abord, le curage des caniveaux. Et puis, dans certains quartiers, ouvrir des voies. Des voies vraiment pour que l'eau puisse circuler librement. Franchement, dans des quartiers où ils ne sont pas lotis. Et puis, bon, ça fait que les constructions sont anarchiques. Et puis, le passage de l'eau est obstrué dans certains endroits. Il faudrait que la population arrive à éviter les endroits qui sont inondables en temps de pluie. Tu t'approches auprès de ceux qui sont dans le quartier, tu te renseignes. À ce coin-là, je veux venir habiter ici. Est-ce qu'en temps de pluie, est-ce qu'il y a inondation? Comme ça, tu sauras. Tu sauras que c'est une zone à risque ou pas. Ma santé avant tout. Oui, l'état des lieux d'abord, avant de venir vivre dans un quartier. Les carnivores doivent être nettoyés, ramassés. Pour le civisme aussi doit dominer du fait que je ne peux pas trouver un pneu dans le carnivore et passer le laisser parce que ça bouge. Je dois l'enlever puis permettre l'eau de ruissellement de mieux circuler. Si on annule pour la construction sur les caniveaux, l'eau là peut bien passer et puis
ça va nous sauver. Les solutions, c'est très simple. Il faut interdire ce qu'on doit interdire. Quand on interdit, il y a la loi et il faut enforcer la loi. Les sachets d'eau, les bouteilles d'eau qu'on jette sur la route, quand il pleut, où ils vont? Ils vont dans les caniveaux. Les caniveaux sont sous-dimensionnés. Donc ça bouche l'écoulement d'eau. Où ça va aller? Ça saute les égouts et ça vient sous la route. Ce n'est qu'en saison pluvieuse que les gens parlent de quartiers précaires. Une fois que la pluie s'arrête, on entend l'année prochaine. Colonel, quand il pleut, on parle de quartier précaire et une année après, on a oublié. Est-ce réel? Un commentaire sur ce qui a été dit. Bon, il y a beaucoup d'actions qui sont faites dans ces quartiers. Nous faisons beaucoup de sensibilisation pour que les populations connaissent le danger. Le danger, il est réel. Et notre objectif, c'est de réduire la vulnérabilité de ces populations en leur permettant de se mettre à l'abri le temps de cette période de pluie et puis avoir les bons réflexes. Qu'est-ce qu'un bon réflexe d'ailleurs? Quand il pleut, il faut que j'évite d'avoir les pieds dans l'eau. D'accord. J'ai les pieds dans l'eau, je suis exposé au risque. Un fil électrique qui traîne, je peux me faire électrocuter. Oui. En ayant les pieds dans l'eau, je peux tomber dans un caniveau. En ayant les pieds dans l'eau, je peux tomber dans un avaloir et être emporté, me noyer. Oui. Voilà, donc il faut éviter d'être dans l'eau, même à pied, à moto ou en voiture. La voiture n'est pas un abri. À 20-30 cm d'eau, vous perdez le contrôle de votre voiture, elle va flotter. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de capteurs électroniques dans les véhicules. Oui. Vous ne pourrez plus ouvrir les portières parce que la pression de l'eau est plus forte qu'à l'intérieur du véhicule. Vous ne pourrez plus baisser les vitres et c'est la noyade. Donc on va revenir aux anciens systèmes, aux anciens véhicules. Monsieur le directeur général, justement, alors, un commentaire par rapport à ce qui a été dit. Oui, les solutions... En termes de solutions. Les solutions sont là. Les solutions sont connues. L'État a les solutions. Et l'État, il déploie les moyens pour mettre en œuvre ces solutions. Et vous avez vu au niveau du district d'Abidjan, l'État a réalisé le schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan, auquel a été arrimé le schéma directeur d'assainissement et de drainage. Ces deux outils de planification sont compatibles pour justement identifier toutes ces problématiques-là et adresser les solutions idoines. Et c'est ce qui est fait, et l'État va plus loin en mobilisant les ressources pour les réaliser. Et c'est ce qui est en cours. On va à l'intérieur du pays, vous avez pratiquement tous les chefs-lieux des régions qui sont dotés de schémas directeurs d'assainissement avec des programmes prioritaires qui sont en cours de réalisation pour permettre en tout cas de solutionner ces problématiques. Donc il n'y a pas qu'Abidjan comme certains le pensent. Non, les 32 chefs-lieux de région sont adressés systématiquement par le gouvernement. Et le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement travaille pour ça. Et il n'y a pas qu'Abidjan, parce que très souvent on entend qu'on se contente sur Abidjan et l'intérieur est laissé pour compte. C'est vrai, Abidjan c'est la porte d'entrée, mais la politique aujourd'hui, la vision du ministère, c'est d'adresser la problématique d'assainissement, la problématique de la salubrité, autant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Et pour cela, tous les outils sont élaborés et en tout cas, les phases opérationnelles sont en cours. Madame Ayemou, alors c'est vrai qu'on sort, il y a quelques semaines, la Côte d'Ivoire a abrité une réunion de très haut niveau, on a parlé de la COP 15. Tous ces changements climatiques ont une incidence, c'est vrai, sur, on va dire, notre quotidien. Alors, quel message, vraiment, ou quelle solution pour toutes ces femmes et ces enfants au regard du sujet de ce soir? Qu'est-ce que vous leur dites, vous, en tant que société civile? À l'endroit des populations, c'est qu'il faut que chacun, à un moment donné, se sente responsable de son environnement. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait que la pauvreté n'est pas synonyme d'insalubrité. C'est moi qui l'ai dit. Voilà. Dans nos villages, les gens ne sont pas assez riches. Mais protègent leur environnement, prennent soin de leur environnement. Donc, à un moment donné, il faut que chacun se sente responsable de l'environnement dans lequel il vit. Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est qu'il a été identifié, selon ce qui a été dit sur ce plateau, 54 zones à risque dans le district d'Abidjan. Et chaque zone n'a pas forcément les mêmes problèmes que les autres. Donc, il faut que les problèmes
soient abordées de façon spécifique et que les solutions aussi soient de façon spécifique pour que, effectivement, dans la mise en œuvre, on retrouve vraiment un environnement sain, un environnement sécurisé pour les populations. Docteur. Oui, je pense que tout à l'heure, solution, vous avez donné une solution, c'est l'alerte par les populations. Déjà, ce que vous avez dit concernant la forêt du Banco, etc., prouver, tracer de telle sorte qu'on ait la redevabilité par le haut et la redevabilité par le bas. C'est un ensemble. C'est un ensemble. Oui, c'est un ensemble. Parce que nous donnons nos impôts à l'État. L'État nous doit des comptes sur notre environnement, notre salubrité, sur beaucoup de choses, et il en a parlé énormément. Mais nous aussi, dans notre logique d'appropriation de ces aménagements, de ces ouvrages-là, il ne faut pas amener l'État à toujours revenir, reprendre les mêmes ouvrages. Ce qui voudrait dire que nous sommes les plus gaspilleurs de nos propres ressources, alors qu'on voulait les garder pour notre jeunesse, pour notre environnement, etc. C'est droits et devoirs pour tous aussi, c'est-à-dire de l'État, de partout. Nous tous avons des droits et des devoirs, et chacun doit faire face à ses droits, ses devoirs, responsabilité, citoyenneté, civisme, etc. C'est aussi l'économie verte. On dit quand on te lance un caillou, tu as le choix de le prendre pour construire une maison. De telle sorte que tout ce que nous jetons aujourd'hui, nous pensons que ce sont des détritus, mais vous devez voir les déchets. Quand ils sont, par exemple, alimentaires, c'est du compost. Voyez-vous, s'ils sont le plastique, on le recycle. De telle sorte qu'il y a des poubelles à la maison où on fait déjà les premiers tri et qu'on voit l'économie qu'on peut développer autour, ça peut être quelque chose de formidable. Économie verte. Économie verte. On peut aussi se demander, toujours dans le sens des solutions, toujours les gens disent qu'on paye les poubelles partout, on paye les déchets, mais on ne sait pas si on en a pour d'autres services. C'est une question qui devrait être clairement tranchée. Parce que les gens ont l'impression qu'ils payent, mais c'est à mettre en panaille quelque chose qui est propre, ce sont les poubelles. Vous voyez la taille des bêtes à ordures, et vous envoyez des enfants déposer les éléments à côté. Voyez-vous ça, mais l'enfant ne peut pas atteindre la bête. Merci, madame. Donc il y a un problème. Bon sens, c'est une question de bon sens. Okay? Maintenant, concernant l'environnement, tous les peuples sur Terre ont compris que le climat ne sera plus jamais comme avant. Donc, ça va demander forcément un comportement Nous avons encore spécifique. une part de responsabilité. Exactement. C'est nous qui avons détruit, même si l'Afrique n'a détruit qu'à 1 ou 2%. Non, c'est vrai. C'est une réalité. Dans un village, ça nous les impacte. Oui. De ce point de vue-là, tout le monde doit comprendre qu'à changement naturel spécifique, comportement spécifique. Parce que la nature se rappelle à nous, elle nous rappelle que c'est elle qui gère. Oui. Colonel, alors quels sont, dans ce cas de figure, en termes de solutions, comment vous préparez les plans de secours ? Il faut dire... Sans entrer dans les détails, parce qu'il y a des choses qui sont peut-être techniques et qui sont de votre... C'est un peu dans la confidentialité. Comment vous travaillez avec les partenaires techniques, en solution, oui. L'ONAD, la direction des équipements routiers, les mairies, nous avons une matrice d'action prioritaire. Donc chacun dans sa mission régalienne va implémenter la matrice et dans la phase de préparation, il y a des actions prioritaires qui sont faites. La sensibilisation, l'ONAD, le curage des caniveaux, les mairies, la libération des ouvrages qui sont encombrés par des commerces, par des boutiques, des populations qui s'installent sur les ouvrages. Donc comment libérer ces ouvrages pour qu'ils puissent... Ça fait beaucoup de libération. Hein? Ah oui. Donc c'est des actions stratégiques qui sont prévues avant les inondations, pendant les inondations et après. Parce que c'est notre quotidien en réalité. Les inondations, c'est un prétexte, c'est notre quotidien. L'État même va plus loin. Aujourd'hui, il s'agit aussi d'assurer la capacité opérationnelle de nos structures qui sont dans le secteur, notamment la Sodexam, de sorte qu'on ait des prévisions très précises qui permettent aussi d'alerter les populations pour dire qu'il y aura telle pluviométrie à la durée, l'intensité, pour permettre aux populations de prendre les mesures et, comme le colonel l'a dit, en tout cas les bonnes pratiques pour se mettre à l'abri. Mais qu'il pleut, qu'est-ce qu'on fait? Mais justement, il y a une vraie question. Il faut préparer aussi la réponse. Justement. L'État met aujourd'hui les moyens, et en tout cas nous sommes en bonne synergie avec le ministère pour que l'ONPC puisse être vraiment, avoir tous les outils nécessaires pour pouvoir vraiment faire face à sa mission. Vous avez une matrice... Donc dans la matrice d'action, il y a les structures opérationnelles qui se préparent à intervenir. Vous êtes rapide, vous êtes vite. En Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, Abidjan, vous avez le groupement des sapeurs-pompiers militaires. Ils se préparent tous les jours. Ils sont prêts 24 heures sur 24 à des interventions dans les zones inondées pour mettre des populations en sécurité, pour faire des sauvetages.
ils ont des plongeurs, ils ont des équipes formées pour ça. Mais justement, ça me permet de vous poser une question, excusez-moi, colonel. Ils sont prompts à agir, etc. Mais parfois, on se rend compte qu'ils sont aussi bloqués par des populations qui empêchent ces interventions. Oui, c'est l'incivisme. Les populations se disent les pompiers arrivent en retard. Voilà. Alors quelquefois, il y a des délais. Ils sont énervés. Il y a un événement et personne n'appelle. Chacun fait des photos. On filme. On filme. Et finalement, les pompiers sont appelés tardivement. Voilà. Donc, à l'intérieur du pays, nous avons les centres de pompiers civils qui sont opérationnels aussi 24 heures sur 24. Voilà, qui se préparent à intervenir lorsque l'inondation survient. Vous êtes toujours prêts? On est prêts. Bon, ça, je pense que les populations le comprennent. Monsieur le directeur général, comment la séparation des réseaux d'eau pluviale et des réseaux d'eau usée vont se réaliser? Donc, il y a une séparation normalement qui doit se faire. Oui. Comment techniquement, c'est une solution, hein, comment ça peut se faire? Ou comment ça va se faire? Ou comment cela se fait? Quand vous déployez un système d'assainissement, vous avez la possibilité qu'il soit collectif, séparatif. L'idéal, c'est qu'il soit séparatif, de sorte que les eaux usées que vous produisez, c'est-à-dire les eaux de ménage, des vaisselles et autres, puissent être acheminées dans des canalisations séparées et prises en charge dans un système de traitement, de sorte à réduire en tout cas leurs charges polluantes, c'est-à-dire que tout ce qui est bactéries, c'est réduit et rejeté vraiment dans le milieu naturel avec les normes qu'il faut. Quant aux eaux de pluie, il s'agit aujourd'hui, en milieu urbanisé, en tout cas de trouver toutes les voies qu'il faut, aménager toutes les voies, pour que l'eau de pluie, quand elle vient avec sa force, puisse aller vraiment dans les voies dédiées. Et donc ces voies dédiées, vous allez, par moment, vous devez aménager des bassins, c'est-à-dire des barrages, pour que l'eau, en venant avec sa force, puisse être bloquée et permettre une régulation, en tout cas, pour l'aval. C'est-à-dire que toutes les populations qui sont après le barrage sont préservées et l'eau suit un chemin vraiment jusqu'à l'exutoire. Voici les deux systèmes vraiment pour, en tout cas, pour le commun des mortels, les deux types d'assainissement, de systèmes d'assainissement que nous aménageons, en tout cas dans les zones d'habitation. Et c'est ce qui est préconisé également dans le schéma directeur d'assainissement et de drainage. Voilà. Très bien. Alors, est-ce que, quand vous comprenez que... Et ça, sans que c'est je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est on va dire, un youtubeur ou un site sur le digital. Il y a une alerte, en termes de solution, une alerte, quelqu'un qui a filmé, c'est un habitant qui a branché, donc ça a sorti de son regard en réalité sur les caniveaux. Et à côté, il y a un marché, il y a des personnes qui vendent. Madame Ayemou, est-ce que ça, il faut dire à ces personnes de ne pas vendre à côté, et puis nous dire de ne pas venir acheter ce qui est vendu dans cet espace? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vrai que les femmes doivent travailler, elles doivent vendre, mais derrière, il y a la santé, il y a des risques, puis il y a des enfants à côté. Madame Ayemou. Je pense que dans ce cas d'espèce, il faut que chacun définisse ses priorités. Qu'est-ce qui est priorité pour moi? Est-ce ma santé? Parce que je ne peux pas voir un tel spectacle et puis venir acheter ou bien vendre même à manger à côté. Avec tout ce que cela comporte, les risques d'infection et autres, je pense qu'il faut que chacun définisse ses priorités. Quelle est ma priorité? Est-ce de préserver ma santé? C'est ça. Et puis, face à ce spectacle, moi, je pense qu'il ne faut pas se taire là-dessus. Il ne faut pas se taire là-dessus. Il faut interpeller, il faut dénoncer auprès même de la mairie. Il faut attirer l'attention de la personne. Si elle ne veut pas comprendre, il faut interpeller aussi la mairie pour que la mairie intervienne. Parce que, j'allais dire, la vendeuse même qui est à côté, certainement qu'elle paye les tickets, les taxes de la mairie. Sans doute. Voilà. Sans doute. Docteur. Oui, ça me permet de rebondir sur les bonnes pratiques et les responsabilités. Ouais. Parce que vous avez de gros chantiers partout et le sable se va dans les caniveaux et c'est de gros chantiers. Quand vous les voyez, vous imaginez qui peut être derrière ces chantiers. Alors qu'ailleurs, au Ghana, par exemple, il y a de grosses amendes sur tous ceux qui osent faire des chantiers comme ça, sauvages, en pleine rue. Mais ce directeur général, il va nous dire tout à l'heure, il y a des sanctions. Allez-y, docteur. Non, allez-y. Donc là-bas, c'est déjà une réalité. Couplé avec ce que vous êtes en train de nous dire. Parce qu'à un moment donné, il faut que toute la société soit quasiment exemplaire. Absolument. Et vous voyez que quand des immeubles s'effondrent, quand par exemple le mur de l'Office national d'emploi jeune
qui est censé donner l'emploi, tombe sur des taxis les privant d'emploi. Vous voyez, ça fait trop de choses à la fois parfois. Ça, c'est... Oui, non, docteur, c'est sûr que c'est beaucoup de choses à la fois. Alors, justement, donc, on parlait justement de sanctions, peut-être de répression. Il est question du code de la salubrité qui va être présenté et on suppose adopté. Alors, est-ce qu'on peut avoir quelques éléments en ce qui concerne son contenu ou est-ce réservé peut-être au ministre, à l'Assemblée nationale? Mais que va-t-il changer? Justement, madame, pour en revenir d'abord au comportement que le docteur a soulevé. Vous voyez que le caniveau, il n'est pas fait que les eaux usées y viennent dans le caniveau. Le caniveau, c'est fait pour les eaux de pluie. Oui. Et quand vous construisez et que vous laissez vos eaux usées venir dans le caniveau, vous savez, en saison sèche, vous allez voir les caniveaux qui sont encore humides. Ça, c'est l'indicateur du comportement de nos concitoyens, de nous-mêmes, nous tous. Alors, c'est une infraction parce que vous, là, vous polluez, vous dégradez la qualité. Mais infraction, qui sévit, qui paie, qui est poursuivi? Merci. Et c'est pour cela la réponse immédiate, c'est le code de l'assainissement, le code de la salubrité, le code d'hygiène de la salubrité qui est aujourd'hui sur la table du gouvernement. Mieux, nous avons été instruits. Avant la fin de l'année, vous aurez le code de l'assainissement. Ces deux outils permettront à l'État de mettre le concitoyen, le citoyen devant ses responsabilités. Les sanctions sont prévues. Oui. Pécuniaires. Pécuniaires, civiles et en tout cas pénales. Oui. Jusqu'au pénal. Jusqu'au pénal. Et donc, en tout cas, moi, le colonel, le docteur et madame, nous serons tous mis devant nos responsabilités. Ben, on vous regarde, hein. Ouais. Mais nous sommes concernés. Nous sommes concernés. Tous concernés. C'est vraiment, c'est vrai que les secteurs dont nous parlions étaient en tout cas étaient encore dépourvus de ces outils juridiques. Ce qui fait que lorsque vous posez une action et vous arrivez devant les tribunaux, souvent l'État même est débouté. Parce que fondamentalement, nous n'appuyions pas. Il y avait un vide. Il y avait un vide. Et donc ce vide-là vraiment sera comblé dans ces temps, si le gouvernement le permet, que le code de l'hygiène de la salubrité voit le jour avec tous ces textes d'application, et également le code de l'assainissement d'ici la fin de l'année avec tous ces textes d'application. En tout cas, la sanction est mise en tout cas devant parce que nous estimons que, quelle que soit la technique, quelle que soit les technologies, quels que soient en tout cas tous les investissements que l'État déploiera, si le citoyen lambda ne s'approprie pas, tout ça c'est voué à l'échec. Oui. Il faut qu'on change de paradigme. Oui. Il faut qu'on change de comportement. Et il faut que cela soit une réalité, ce changement de comportement. Sur d'autres cieux, vous allez dans d'autres pays de la chose, en Afrique, on vous dira que dès que vous arrivez à l'aéroport, mais vous n'avez même pas le droit de jeter. Quand vous avez votre lotus, quand vous descendez de l'avion, vous l'attrapez jusqu'à ce que vous trouviez une poubelle pour y mettre. Non, mais c'est possible ici. Ça veut dire que si c'est des pays africains, oui. Si c'est un pays africain, ça veut dire qu'on peut le faire aussi. Mais on peut le faire, bien sûr. Et on doit le faire, et ce sera fait en Côte d'Ivoire. En tout cas, on prend bonne note. Absolument. Et on prend bonne note, on vous regarde. Alors, je vais faire un tour de table, votre mot de fin et surtout le message en ce qui concerne, ça va très vite, oui madame, la salubrité et puis surtout notre vie. Colonel, quel message pour ceux qui nous regardent ce soir? J'ai d'abord un message à l'endroit des propriétaires. Pour ceux qui vont construire les maisons, le respect du code de la construction et de l'habitat. Le code dit, sur une parcelle, c'est 60% de bâti et 40% d'espace vert. Ça, c'est l'idéal. C'est 40% d'espace vert, c'est pour permettre l'infiltration des eaux de pluie. Et l'infiltration des eaux de pluie permet d'aérer la maison. Voilà. Mais aujourd'hui, on constate que les propriétaires suppriment ces 40%. Donc, il n'y a plus d'espace vert dans les maisons. Ça fera peut-être l'objet d'un autre débat. Non, parce que je voudrais... Non, mais allez-y. Je voulais terminer par un message à l'endroit des parents. Oui. Vraiment, surveillez vos enfants en ces épisodes pluvieux pour éviter ces drames. Nous sommes déjà à 5 enfants qui sont morts dans les eaux de ruissellement. Donc, je demande aux parents d'être très attentifs lorsqu'il pleut, de surveiller les enfants. Merci, colonel. Madame Ayimou. C'est l'année passée. Non, cette année. En début d'année, oui. Madame Ayimou, votre message, votre mot de fin. Tout autant que nous sommes, que nous soyons nantis ou moins nantis, que nous soyons femmes, enfants, hommes, nous avons le droit de vivre dans un environnement sain et sécurisé. Nous avons aussi le droit de vivre dans un cadre de vie
décent. Donc, j'en appelle à la responsabilité de chacun d'entre nous. Aussi, il a évoqué tout à l'heure aux opérateurs immobiliers, à toutes ces entreprises à qui l'État donne des agréments pour construire des habitations, il faut respecter les normes. Et à l'État du Côte d'Ivoire, quand des mesures sont prises, il faut veiller à contrôler et au suivi pour ne pas qu'on retombe dans les mêmes travers. Merci Mme Agnew. Docteur. Moi je dirais, pensons tous à nous sauver ensemble, car étant co-responsables, agissons en toute synergie, soyons exemplaires, car la vie humaine est sacrée. Yes. Merci docteur. Monsieur le directeur général, votre mot de fin. Bien, juste rappeler que, en tout cas, l'État déploie tous ses moyens pour que la population soit dans les meilleures conditions de vie, dans un cadre de vie sain et agréable. Mais c'est aussi à la population d'avoir une action conjuguée en synergie avec les efforts de l'État pour que ces actions-là soient pérennes et durables pour l'épanouissement de la population elle-même. Et pour renchérir, pour dire que, en tout cas, l'opération que nous avons démarrée, que le ministre a lancée le mois passé, qui doit démarrer effectivement le 5 juin, cette opération elle sera effective sur le terrain. Et nous demandons aux populations de quitter volontairement, nous le souhaitons. Oui. En tout cas, pour leur vie, pour préserver leur vie. Et je pense qu'étant en vie, nous pourrons nous asseoir pour discuter de l'avenir. Merci, monsieur le directeur général. Merci, madame Ayemou. Merci, colonel. Merci, docteur Lille. Nous parlons donc de la Côte d'Ivoire solidaire. Qui trouble les eaux calmes provoque des débordements au risque d'engendrer des inondations. Merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles qui ont permis la réalisation de ce débat. À très bientôt. Surtout, restez sur RTI 1. Bonsoir.